Bonsoir à toutes et tous et merci d'être si nombreux pour cette dernière conférence de la journée. Une petite table ronde sur l'avenir de la formation et notamment les technologies qui vont faire l'avenir de la formation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir. Alors normalement on devait être à parité ce soir, vous l'avez sur vos programmes, mais comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, Mathilde est souffrante et c'est Raphaël qui va la remplacer. Donc voilà, je suis bien entourée de 3 hommes. Je suis ravie et je vais les laisser se présenter peut-être. Alors Son, puisque tu es passé pareil, commence. On va faire dans l'ordre. Allez, vas-y. Bonjour à tous, donc Son Lee, je suis le CEO et cofondateur de Didask. Donc Raphaël Lutio, formateur et responsable pédagogique de l'ISTF. Et Damien Boyer, Customer Success Manager chez Good Habits. Parfait. Alors, sans tarder, une première question. Donc là, on revient sur le sujet de l'IA, puisque les technologies, et vous en avez mangé de l'IA, sur ce salon, elle est de plus en plus présente, on la voit partout. Et du coup, comment on peut réellement, en utilisant l'IA, enrichir l'expérience apprenant, notamment en termes de personnalisation de parcours, en termes de feedback, en temps réel, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qui veut commencer pour répondre à cette question? Alors, allez, vas-y. Ah, c'est toi, Raphaël. Ah, c'est à moi, ok. À mon sens, alors ça peut paraître un peu contre-productif de penser comme ça, mais je pense que pour répondre à ta question, en fait, il faut s'attacher aux difficultés que pourraient rencontrer les apprenants sur les plateformes ou en ligne. Ils peuvent avoir des difficultés motivationnelles, difficultés cognitives, difficultés organisationnelles, etc. Et finalement, à chaque difficulté, on pourrait potentiellement, alors moyennant des bricoles, mais on pourrait potentiellement y associer des coachs de réussite automatisés, par exemple pour les baisses de motivation. On pourrait imaginer être capable de prédire les décrochages avec les indicateurs et tous ces éléments, donc on peut les mettre relativement facilement pour s'attacher aux difficultés, donc améliorer l'expérience utilisateur sur les plateformes. Voilà pour Ok, merci. Je pensais plus à tout ce qui concerne la conception finalement des parcours d'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est au cœur du réacteur chez nous et on pense par contre que l'intelligence artificielle doit être mise entre des bonnes mains des personnes qui doivent être du coup formées à l'utiliser correctement. On pense que c'est l'une des clés en tout cas pour le succès d'une formation et surtout pouvoir aller et utiliser la machine, l'intelligence artificielle pour aller extraire tout ce qu'il y a dans le cerveau des experts qui sont peut-être identifiés dans certaines organisations qui peuvent avoir du mal à partager leur savoir. Donc on pourrait peut-être utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle pour aller poser des questions, voilà, essayer de questionner, essayer de construire, essayer d'extraire finalement le meilleur du cerveau d'un expert pour pouvoir le mettre dans un format de formation qui répond aussi à des besoins d'apprenants. Il y a des excellentes aujourd'hui technologies qui permettent de le faire et je pense, pour moi, en tout cas, et chez Good Habits, c'est l'une des clés de la formation de demain. Ok. Et Son, toi, tu parlais plutôt de chatbot d'assistance, enfin peut-être pas de chatbot d'assistance, mais un assistant à l'apprentissage que tu nous as exposé tout à l'heure. Est-ce que tu peux rappeler Oui, tout à fait. Je pense que sur la partie conception, c'est super important, effectivement. Je pense qu'il y a un potentiel aujourd'hui avec l'IA en termes de faciliter tout un ensemble d'enjeux dans la conception. Et je ne parle pas que d'enjeux au sens technique, je parle d'enjeux au sens pédagogique, parce qu'on sait que, par exemple, l'une des plus grandes difficultés en termes de... l'un des plus gros problèmes, je dirais, en termes de pédagogie, dans les pratiques pédagogiques, généralement, c'est le manque d'évaluation formative. C'est souvent des formations qui sont trop descendantes, avec un petit quiz d'évaluation un peu bidon à la fin, auquel souvent vous répondez correctement, même si vous n'avez rien compris. C'est parce que c'est compliqué, en fait, de créer des bons exercices d'application. C'est long, ça prend du temps, et il faut savoir le faire. Et en fait, on sait, en termes d'apprentissage, qu'il en faudrait beaucoup plus à l'intérieur d'une expérience de formation pour le faire. Et là, l'IA, nous, c'est ce qu'on travaille depuis des années chez Didask, c'est de la capacité à partir d'un contenu brut à générer des tas d'exercices d'application bien faits, bien séquencés, dans difficultés, etc. Et ça, je pense qu'il ne faut pas minorer, c'est vraiment un enjeu énorme. Il y a ça, il y a aussi les enjeux par rapport, pour moi, on n'a pas trop parlé, ça, pour le coup, mais la génération de schémas et de visuels. C'est encore tout récent, mais on commence à avoir des choses super dessus. On sait que, souvent, pour bien apprendre, on sent bien que quand on vous explique les choses et qu'il y a un bon schéma qui se construit à côté avec vous, ça peut énormément aider. Et ça,
ça, avoir une IA qui est capable de le faire, c'est vraiment, ça serait, je pense, un gain énorme en termes de pédagogie. Mais sinon, effectivement, si on met ça, à part ces sujets-là, il y a aussi les sujets, effectivement, de manière générale, je trouve que l'IA, elle ouvre quelque chose de révolutionnaire. Le plus révolutionnaire, c'est de pouvoir proposer enfin une expérience qui ressemble à une véritable conversation pédagogique. En fait, c'est ça que nous ouvrent les LLM, je trouve. Et en fait, le e-learning, de manière générale, a été trop quelque chose de descendant au sens un peu standard. Et d'ailleurs, c'est vrai de la formation traditionnelle. Ouais. Et la différence avec un prof particulier ou autre, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous conversez, avec qui vous échangez, avec qui vous l'arrêtez pour lui dire non mais attends, il faut que tu me réexpliques ce truc-là, je ne le comprends pas, qui est capable de revenir dessus. Et cette expérience de conversation dont on sent qu'elle est fondamentale dans l'apprentissage, on n'était pas capable de la faire avant l'arrivée de l'IA. Et aujourd'hui, ça devient possible. Et aujourd'hui, ça devient possible. Alors, moi, ce qui me fascine quand même, parce que donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'IA dans toutes les conférences et sur chaque stand, l'IA est intégrée. Mais à chaque fois, moi, ce qui me fascine, c'est le côté objet brillant. Ce qu'on dit syndrome de l'objet brillant. Ceux qui étaient là il y a 2-3 ans, on parlait de métaverse à tout va. Donc tout le monde était dans le métaverse. C'est un truc de dingue. On allait tous être formés là-haut. Bref, donc pour éviter ça, je veux dire, je trouve ça super ce que vous venez de dire, mais concrètement, où on en est là, entre ce que les éditeurs et toutes les personnes qui ont des stands ici proposent, et la réalité dans les services formation des entreprises. Où on en est? Facile, hein? Alors, sur l'IA, par exemple ou d'autres technologies. Alors, je ne parle pas du métaverse, on va oublier, mais... Alors pour moi, le syndrome que tu as évoqué, en fait, c'est du papillonnage en fait, d'outils et ça peut être finalement contre-productif au sens où dans les services, on n'avance pas parce que si on continue à changer d'outils continuellement, déjà les équipes le prennent pas super bien de construire, déconstruire, construire, déconstruire. C'est pas forcément la bonne stratégie. Donc pour limiter ça, pour moi, il faut avoir une vision. Tu parlais de signature pédagogique tout à l'heure. Je pense que c'est un point clé qui est assez important, c'est de se dire ma formation ou la formation dans ma structure, elle doit répondre à quelle problématique. C'est ça. C'est limite du RH, enfin, ça fait partie de ça. Et une fois que j'ai décidé comment la formation, enfin, quelle problématique elle doit solutionner, comme toute bonne chose, je dois faire de la mesure en fait. Et je dois mettre des indicateurs en place. Quelquefois pour m'apercevoir que tout va bien en fait, ou alors que je pourrais améliorer sur certains points. Et une fois que j'ai ces mesures, ça me permet d'identifier des outils plus ou moins innovants, plus ou moins nouveaux, mais pour aller dans le sens où je veux. Après, c'est très stratégique comme vision. C'est ça, ouais. L'idée, c'est pas de rentrer par l'outil et puis après de dire, bah, tiens, il y a un super outil, je l'achète, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et déjà, j'ai cette crainte-là par rapport à l'IA, parce que tout le monde en parle, il faut, mais des fois, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Oui, moi je pensais par rapport à Raphaël, ce que tu disais, moi je suis convaincu déjà la vision est importante, savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Par contre, je partirais plus du principe d'aller vouloir tester un certain nombre de... Voilà, on parle d'AB testing quand on envoie des emails, aller faire un AB testing sur une techno, une manière de former les gens, un format pédagogique qui soit un petit peu différent. Moi je suis convaincu qu'on apprend aussi en testant, que ce soit pour les directions RH aussi et lundi qui sont concernées, et de pouvoir aller tester dans des conditions réelles avec des groupes cibles, des pilotes spécifiques pour aller tester telle ou telle techno, la réalité virtuelle, l'AI évidemment et tout ce qui fleurit aujourd'hui dans ce salon. Moi je suis convaincu d'aller butiner justement plutôt que d'être convaincu de ces 7 outils qu'il nous faut. Voilà, d'avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir aller tester plusieurs choses dans des conditions réelles. Oui, tout à fait. Moi, je pense vraiment que tout le sujet, il est de partir des intentions pédagogiques. Sur le plan pédagogique, qu'est-ce qui va vraiment... De quoi on a besoin, en fait, pour faire en sorte que les gens apprennent mieux? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. Et est-ce que ces technologies permettent de faire des choses pédagogiques qu'on a besoin de faire pour que les gens apprennent bien? Et je pense que c'est ça la démarche et la réflexion. Et je pense que le problème, c'est normal, c'est un marché technologique, et en fait, c'est qu'on part de la techno et qu'on ne part pas en fait, de la démarche pédagogique qu'on a besoin de faire. Et ça... Le problème, c'est qu'à la fin, ça ne peut pas marcher de manière durable. Parce qu'en fait, à la fin, si vous ne résolvez pas un problème de fond, et le problème de fond de notre marché, ce n'est pas d'utiliser de la techno, le problème de fond de notre marché, c'est faire en sorte que les gens montent en compétences, à la fin, ça finit par faire un flop. Mais donc, par rapport à ça, oui, moi je me souviens quand ça fait 10 ans qu'on a créé Didask, et déjà je me souviens à l'époque, on parlait par exemple beaucoup
la réalité virtuelle commençait beaucoup. Oui. Et je me souviens, nous, on avait un peu cette démarche, parce que nous, on est des chercheurs à la base en sciences cognitives, donc en fait, on part de ça et on se dit c'est quoi les besoins pour bien apprendre, et ensuite, voilà. Et vraiment, quand la réalité virtuelle est apparue, on me disait, c'est bien, ça peut être utile pour certaines phases de l'apprentissage, certains types d'apprentissage, mais en fait, il y a énormément de choses qui ne peuvent pas s'apprendre comme ça, voire il y a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que la réalité virtuelle, elle va être contre-productive dans un certain nombre de cas de figure si on essaie de tout faire apprendre comme ça. Et du coup, on était un peu, non, par rapport à tous les clients qui essaient de se lancer dessus en disant je veux mettre la réalité virtuelle partout, on se dit non mais faites attention parce que vous allez en revenir nécessairement, vous allez perdre de l'argent et perdre de l'énergie à faire ça. Quand il y a le métaverse, bon alors là j'en parle même pas, moi j'ai jamais compris le métaverse. Alors là, vraiment, on a essayé de m'expliquer, hein, mais vraiment, je n'ai jamais compris ce que les gens voulaient faire et en tête avec ça. Si quelqu'un arrive à m'expliquer, je suis preneur. L'IA, quand même, alors, encore une fois, hein, je fais partie des premiers à être un des sceptiques avec la technologie d'abord. Pour le coup, c'est différent. Là, je pense que vraiment, ça porte les germes d'une véritable révolution, au sens où ça peut nous permettre de faire des choses dont on a tant besoin depuis toujours sur le plan pédagogique et qu'on n'arrive pas à faire. Et voilà, on a un ensemble de raisons et d'arguments et de travaux scientifiques qui peuvent nous orienter là-dessus. Mais je pense que l'important, du coup, c'est de ne pas faire cette erreur, c'est de ne pas aller prendre de l'IA pour prendre de l'IA. Mais c'est se dire qu'est-ce que j'aimerais faire dans l'absolu pour faire en sorte, parce que je sais que ça va faire mieux apprendre les gens, et comment du coup je peux utiliser là pour pouvoir faire ça précisément. Ok. Et alors du coup, par rapport à ça, donc, ok, on prend l'IA, on a testé, on a vu, c'est utile, voilà comment on peut s'en servir. Mais comment on fait pour préserver notre qualité d'humain, en fait? Comment on fait pour conserver notre humanité, nos spécificités d'humain? Et par exemple, les fameuses 4C, hein, donc la collaboration, la communication, la créativité, l'esprit critique. Comment on réussit à conserver ça si on délègue tout à l'IA ou si j'ai même vu des fois des conceptions par l'IA, commentées par l'IA de l'autre côté, où on corrige par l'IA, ou d'un moment, à quoi on sert, nous il ne se passe plus rien. Quoi. Enfin, comment on reste humain dans tout ça? J'ai envie de te la poser à toi en premier. Je pense que s'appuyer sur les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. Hein, quel est le besoin exact de l'apprenant? C'est la clé numéro 1. Et après, nous, quand on parle de l'IA, je pense que l'important, c'est comment l'humain va utiliser l'IA et pas comment l'IA sert à l'humain. C'est vraiment une différence qui est, à mon avis, fondamentale et essentielle à prendre en compte. Et surtout avec ce principe d'intention humaine. C'est-à-dire quand je vais aller créer un contenu de formation parce que je suis expert dans un domaine, je vais pouvoir utiliser l'IA qui va me poser les bonnes questions pour pouvoir extraire le meilleur de ce que j'ai de moi-même. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez potentiellement un humain, même s'il est ultra expert en maïotique, hein, par exemple, il va avoir plus de mal naturellement à pouvoir aller extraire le meilleur de ce que vous avez à l'intérieur de votre cerveau pour pouvoir le mettre en forme dans le meilleur format possible en fonction des exigences que vous avez en tant qu'expert. C'est-à-dire que si vous voulez former sur la réalisation d'une assiette chez Sodexo, peut-être que la réalité virtuelle peut être intéressante. Si on va former des gens sur la créativité ou le design thinking, on est dans un univers qui est complètement différent. Donc à partir du besoin, c'est différent. Toutes les technos ne sont pas bonnes aussi pour toutes les formations. Ça, c'est vraiment important. Et partir du coup du besoin est l'une des clés. Je pense. Je ne sais pas ce que pensent ces messieurs. Moi, j'ai une vision très imagée, mais je pense que tous ces outils, en fait, c'est l'équivalent, on va dire les plateformes comme Didas, que c'est une salle de sport. Les outils qu'on va y mettre à l'intérieur, c'est des appareils de musculation. Fondamentalement, quand on le dit comme ça ne donne pas envie. Et on voit qu'est-ce qui donne envie. Non, mais c'est vrai. Fondamentalement, ce qui donne envie, c'est quelqu'un qui va vous expliquer l'intérêt de faire du sport, la vision après la salle de sport, les bénéfices que vous allez pouvoir avoir après la séance de sport. Et en plus, ce quelqu'un, il devrait être très présent quelquefois pour vous remotiver, vous relancer, etc. Et bien sûr, il pourrait être assisté avec des outils d'IA, mais c'est fondamental. Une autre image, c'est tous ces outils, c'est des voitures de course. Et s'il n'y a personne qui conduit, s'il n'y a pas un humain qui le conduit, ça ne va pas mener ça va pas mener très loin, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Ouais, je garde l'image de la salle de sport, là, j'aime beaucoup. Il y avait une petite société qui disait sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Voilà, une toute petite société qu'on connaît bien. Et je pense que c'est une réponse aussi à ce dont on parle aujourd'hui. Ok. Des trucs à rajouter ou... Non, moi,
Je suis plutôt un optimiste de ce point de vue, c'est-à-dire que je pense, je dis pas qu'il faut pas faire attention, hein, bien évidemment, il y a des risques, etc. Mais je pense que justement, en fait, c'est si on adopte une posture défensive qu'on se retrouve réellement confronté au problème, au fond. C'est-à-dire que si j'ai une posture défensive en me disant, mais en fait, l'IA va me remplacer, donc non, je l'utilise pas, bah, en fait, elle va finir par vous remplacer précisément. Je pense que c'est à ce moment-là. Alors que moi, ce que je vois, c'est que tous les gens qui se saisissent en fait de l'IA en se disant, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux avec? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'eux-mêmes se transforment beaucoup. Ils se mettent en fait à faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire auparavant, à faire beaucoup plus vite des choses qui mettaient des plombes à faire auparavant, et donc ça va beaucoup plus vite. Et donc du coup, après, ils gagnent beaucoup de temps pour faire des choses à beaucoup plus haute valeur ajoutée que l'IA peut pas encore faire. Et moi, j'ai plutôt, de tout ce que je vois, même depuis 2 ans, hein, depuis 2-3 ans, quand on voit l'IA, tous les gens qui se saisissent le plus de l'IA, c'est précisément les gens dont je trouve, on voit leur capacité un peu décuplée par rapport à ça. Donc je pense que c'est hyper important d'adopter la posture inverse et de ne pas être sur la défensive par rapport à ça. Et de rester très curieux, en fin de compte, et ça revient... à condition, encore une fois, de préparer les gens à l'utilisation. Je prenais l'exemple hier pendant la conférence sur le rôle des compétences finalement humaines pour tirer parti de l'IA. Si je suis un bûcheron et que je vais utiliser une tronçonneuse et que je n'ai pas été formé, je prends d'énormes risques. Avec l'IA, c'est exactement la même chose. Si je ne suis pas formé à utiliser correctement l'IA dans les règles de l'art, je prends d'énormes risques, évidemment, surtout pour ma société dans un milieu professionnel. Mais il y a un certain nombre d'informations qui pourraient être échangées, qui n'ont pas lieu d'être et d'être partagées sur ce genre d'outils. Donc la préparation humaine à la formation et aux compétences pour utiliser correctement. Alors on parle de l'IA, mais pour utiliser tout un tas de technologies. Exactement. Totalement. À ceci près, ce qui est intéressant avec l'IA, enfin intéressant, ce qui est plus compliqué avec l'IA, c'est vrai, c'est qu'on apprend tous un peu sur le tas, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de formation. Enfin, il y en a, je sais qu'il existe des formations à l'IA, mais en fait, il faut bien pas se leurrer. Tout le monde découvre en permanence des nouveaux usages de l'IA. Donc si on doit attendre d'être bien formé, en fait, personne ne l'utilise. Je pense on est d'accord. Mais en fait, je crois qu'il y a des formations à l'IA, c'est juste qu'il faut bien aller les chercher. Oui, bien sûr. Juste pour relativiser, le terme même IA est tellement vaste en fait qu'on peut y mettre quasiment tout et n'importe quoi. Je pense que le gros boom qu'a fait ces 2 ans, c'est l'IA générative. Donc finalement, la capacité de créer du texte, des images, etc., ça peut apporter énormément. Il y a des formations là-dessus. Après, l'IA au sens très large, c'est de l'algorithmique, donc il y a des formations là-dessus. Oui, non, mais je pense que là, de façon globale, on parle de l'IA générative entre nous, bien sûr. Oui. Mes amis, est-ce que vous pensez qu'on va encore parler de l'IA ici dans une année? Dans un an, oui. Le 28, 29 janvier 2026, quand je refais cette conférence, est-ce qu'on va parler autant? Très étonnant qu'on ne parle pas d'IA l'année prochaine. Mais tu ne penses pas qu'on serait à autre chose? Ça sera c'est la telenovela de... Non, c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent avec l'IA par rapport à ce qu'a été le métaverse, à ce qu'ont été ces autres sujets. Pour le coup, il y a vraiment les germes d'une véritable révolution pour moi sur le plan des pratiques de formation. Et on n'a pas fait le tour, c'est ça que tu veux dire. Et on n'a pas fait le tour. Et on n'a pas fait le tour, exactement. Okay. Alors... Et surtout, on n'a même pas idée de ce que ça va devenir dans un an. C'est surtout que ça va être décuplé, démultiplié sur la manière dont on peut l'utiliser. Et quand on parle des objets qui brillent et les solutions réelles, je pense que l'IA est quelque chose qui brille énormément en ce moment, qui va rester en fond et qui va être pérenne dans le temps. Pour moi, c'est quelque chose qui ne disparaîtra plus, plus jamais. Alors, il y a un chiffre qui dit ça, pardon, en fait, c'est que je disais, en fait, à un moment, si la technologie, elle sert vraiment à quelque chose, il y a des usages, en fait, c'est là où vous repérez que ça va durer en réalité. Et en fait, il suffit de voir, ChatGPT, quand même, quand je dis on parle d'une révolution, on parle peut-être du seul outil dans l'histoire où, au bout d'un mois, vous aviez 100 millions d'utilisateurs. Je veux dire, le métaverse, la réalité virtuelle, tout ça, on est très loin. C'est des outils en fait, où on essayait d'imaginer des usages, mais en réalité, très peu de gens les utilisaient, en réalité. Alors justement, moi j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Damien, sur le côté éthique et responsable de l'usage de l'IA. Donc tu parlais de peut-être le risque de diffuser des données, etc. Comment on s'assure que tout le monde au sein de l'entreprise va l'utiliser de façon correcte, éthique et responsable? Est-ce que c'est encadré? Moi, je sais qu'il y avait une espèce de charte qui avait été émise. Où on en est de ce truc-là, vous savez? Alors, dans toutes les organisations, je ne sais pas, en tout cas, dans notre organisation, dès que c'est arrivé, dès que ça a été mis, et nous, c'est au cœur du réacteur, à la finance, au marketing, au support, les sales, tout le monde est concerné par l'IA. Par contre, la première chose qu'on a eu à faire, c'est en effet de signer une charte des 12 dons de ce qu'on ne doit faire et donc ce qu'on ne doit absolument pas faire, qui était un prémisse finalement de formation sur l'IA. Ce qu'on vous invite
à faire pour optimiser vos journées, oui. mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est à commencer par ça, de donner des petites briques de méthode pour pouvoir ne pas lever des risques qui n'auraient pas lieu d'être, je pense. D'accord. Pareil pour l'utilisation des données personnelles individuelles aussi. Oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est former au sens, expliquer aux gens le fonctionnement quasiment même mécanique de tous ces outils. C'est-à-dire que quand on fait une requête, où ça part, il n'y a rien qui reste en France, par exemple. Il faut expliquer aux gens que quand on fait une requête, même voire plusieurs requêtes, il y a énormément d'énergie qui est dépensée pour répondre à quelque chose qui est quelquefois 60% vrai. Donc chacun jugera où il met le curseur de son utilisation, mais ça a forcément un impact. Je pense que c'est aussi important d'expliquer et de former les gens sur le cloud. Et aujourd'hui, on en est pleinement peu conscient, mais les impacts que ça a sur l'environnement. C'est ça. Et donc, pour agir, c'est former, mais c'est aussi quelquefois exiger, puisque moi, en fait, je suis pas acteur, entre guillemets, je développe pas des solutions, je suis plutôt consommateur de solutions, et c'est à moi d'exiger ce que j'ai envie comme solution. Et si demain, j'exige que mes données dans un appel d'offres elles soient stockées en France ou qu'elles restent en France ou que j'ai des garanties là-dessus, les éditeurs aussi adapteront, évidemment, puisqu'il faut qu'ils continuent à vivre. Donc c'est aussi à nous, en tant qu'on va dire consommateurs, de fixer les règles dont on a besoin. Mais il faut connaître tout le jeu. C'est ça, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux points que je trouve aussi importants. Il y a le premier, c'est faire attention dans nos développements, là, tous, quand on utilise l'IA, d'essayer de bien penser aux problématiques de diversité et de risque de renforcement des stéréotypes. L'IA, en fait, fonctionne de manière assez probabiliste. Donc, si par exemple, typiquement, je vous dis, on utilise beaucoup pour générer des exercices de mise en situation, par exemple. Et dans les exercices de mise en situation, si vous ne contrôlez rien, en fait, l'IA va utiliser des exemples assez stéréotypiques. Des stéréotypes, donc par exemple des hommes sur des fonctions élevées, etc. Typiquement. Là, on est obligé d'introduire de manière proactive des choses pour faire en sorte que les exemples utilisés puissent justement contribuer, comme on le ferait en formation, etc., puissent aider à ne pas renforcer ce genre de stéréotypes. Et le deuxième sujet, qui est alors pour le coup moyen, mais peut-être le sujet qui me fait le plus peur et sur les sujets de l'IA, c'est vraiment le sujet de la consommation énergétique des serveurs. Ça, c'est vraiment pour le moment, alors, beaucoup de monde travaille dessus et donc on va voir si on arrive à le résoudre. Mais ça, c'est vraiment inquiétant. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Ce qu'on essaie, nous, de faire à Gedidask aujourd'hui par rapport à ça, c'est de rester sur la même ligne qu'on avait d'ailleurs même pour le reste, pour la vidéo déjà avant que l'IA arrive. C'est d'avoir une logique un peu de ce qu'on appelle de sobriété pédagogique, qui est aussi en fait une sorte de sobriété énergétique. C'est-à-dire de dire, la vidéo par exemple, on le disait déjà avant avec la vidéo, c'est de dire la vidéo c'est très bien, mais c'est pas forcément une valeur ajoutée partout. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles en fait un exercice bien fait, et on a des travaux de recherche qui le montrent, en fait, il marche aussi bien, voire mieux qu'une vidéo. Et à ce moment-là, ne générons pas des frais de serveur, en fait, de la consommation en fait, énergétique de serveurs inutilement, et utilisons les modalités. L'IA c'est pareil. Si on commence à en foutre partout, même à des endroits où on n'en a pas vraiment besoin pour mieux apprendre, en fait, ça va être un problème. Donc déjà, à ce stade, essayons au moins de se focaliser sur là où on pense que ça aura une vraie valeur ajoutée pédagogique pour avoir vraiment cette démarche de sobriété. Et ce discernement, il n'est pas facile à faire, puisque justement, on encourage tout le monde à aller tester, à aller s'occuper de l'IA, etc. Donc à bout d'un moment, on va dire, attends, alors... Pas pour tout, et voilà. Et d'où l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Il y avait un grand entrepreneur français, Monsieur Niel, qui a dit une chose qui était très juste quand on mettait, et c'est un petit peu la même chose pour l'IA, je fais le parallèle avec le téléphone portable, les mobile phones, le smartphone quand il est arrivé. En fait, il disait quelque chose qui était par rapport aux enfants, et on peut être considéré comme des enfants face à l'intelligence artificielle. Il disait, n'apprenez pas à l'utiliser, apprenez à savoir comment ça marche. Et à partir du moment où on sait comment ça marche, avec tous les impacts évidemment sociaux qu'il peut y avoir et environnementaux, on peut peut-être avoir un mindset, un état d'esprit qui est différent dans l'utilisation qu'on pourrait en avoir. Et du coup, je dirais aussi, encore une fois, je rebondis à ce que je disais dans ma keynote précédente, c'est que parfois, c'est intéressant aussi de faire appel à l'intelligence collective et pas toujours à l'intelligence artificielle. Ça peut marcher aussi entre nous. Si justement on continue à entretenir notre cerveau, peut-être que parfois on n'aura pas besoin de recourir à l'IA. Pas toujours, je veux dire. Et puis Google existe toujours.
C'est ça. Je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on finit en fait au bout d'un moment quand on se met c'est addictif ChatGPT. Hein. Et donc on finit en fait par poser toutes ces questions à ChatGPT, même des choses très simples sur lesquelles en fait, même sur des choses sur lesquelles on pourrait juste demander à Google et en fait ça nous prendrait autant de temps. Mais on finit en fait par s'habituer parce qu'on ne voit pas en fait cette conséquence énergétique et de consommation derrière parce que ça nous est caché. Et donc ça c'est hyper important. Il faut rappeler les choses où Google vous fournit la même performance aussi rapidement ou quasi. Genre une traduction d'un mot, en fait ChatGPT vous apporte pas beaucoup plus que quand vous tapez sur Google et vous mettez traduction, ça vous donne à peu près la même chose. Après, il y a des choses, quand vous avez besoin de produire quelque chose de personnalisé, bon, bah là, effectivement, je comprends qu'on l'utilise et je suis le premier à le faire. Mais au moins, sur tous les trucs, intégrons-le, quoi. Ouais, c'est ça. Et Raphaël, tu voulais conclure? Non, je trouve que c'est hors de propos, mais on peut aussi utiliser, pour éduquer à l'IA, les travers de cette IA, et notamment le fait qu'elle génère des erreurs, et ça peut être l'occasion de fabriquer des activités pédagogiques avec vos enfants ou les personnes que vous formez pour justement travailler sur l'erreur et comment je détecte l'erreur et comment je vais creuser cette erreur et comment je développe finalement ma capacité à analyser ce qui sort de l'IA. Je pense que c'est avec des étudiants, ça peut être pertinent en situation professionnelle peut-être un peu différent. Mais comme un prétexte pour tester. Comme un prétexte, allons sur l'IA, générons des choses et vérifions par contre si c'est vrai. En fait, c'est un peu ça l'idée, quoi. Enfin, je pense, après 25 minutes là, de débat, je pense que quand on parle des objets qui brillent et des solutions pérennes, réelles, PRN, je pense qu'on a une première idée de la réponse en tout cas. Exactement. Je vous remercie tous les trois. Merci, et merci Delphine, à merci tous beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas s'il nous reste des temps pour les questions. Merci beaucoup. Peut-être. Merci. Oui, allez. Allez. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Sonlé. Et merci à vous d'être avec nous depuis ces 2 jours. Je vous donne le rendez-vous le 28 et 29 janvier 2026, ici. Et dans les mois qui viennent, prière de me trouver sur LinkedIn et me faire part de vos envies. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, des choses, des défis que vous avez en tant que responsable de formation, faites-moi part de vos idées. Je vous écoute, ok? Et je suis en train de dresser maintenant l'agenda pour un an d'ici. Et votre feedback est précieux. D'ailleurs, c'est le petit déjeuner des champions, le feedback. Voilà. Merci, Sally. À l'année prochaine.